À quelques jours du Dakar, on essaye en exclusivité la voiture qui a tout gagné ces dernières années. 5 championnats du monde, 3 Dakar, vous l'avez deviné, c'est le Toyota Hilux T1+. Et pas n'importe lequel, parce que c'est celui que vont rouler Romain Dumas et Alexandre Pesci avec le team Rébellion Racing au prochain Dakar. Merci de nous accueillir pour tester cette voiture ultra perfo a priori, vu qu'elle a gagné quand même plusieurs Dakar. Le team Rébellion Racing il est exploité par le RD Limited, Romain Dumas Limited, qui est ta structure. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? En fait, on est à Dubaï. Hier, Alexandre Pesci a participé à la barre à Dubaï. Et donc on a profité pour rester tous les deux, pour continuer à faire des essais, pour essayer de préparer au mieux le Dakar. Ce qui est évident, c'est que vu notre expérience, que ce soit la mienne et même la sienne, nous à la base on n'est pas du tout des spécialistes de rallye. Bah oui, toi, Le Mans. Jusqu'à là on est plutôt bon quand c'est du gravier, etc. C'est plutôt compliqué sur les dunes, c'est pour ça que là on est resté là. La première fois qu'on s'est rencontrés, mine de rien, je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais avec une autre voiture, tu étais avec un buggy, 2 roues motrices. Quelles sont les principales différences et qu'est-ce qui t'a fait changer aussi de voiture? Pourquoi vous avez un Toyota aujourd'hui? En fait, tout le début de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'un jour j'ai couru pour Rébellion au Mans avec donc Alex dans son équipe. On a sympathisé, lui était fou de Dakar. Imaginez le gars, il n'a jamais conduit une voiture de course pendant toute sa période du Mans. Un jour il me dit, pour mes 50 ans, ce serait mon rêve de conduire une voiture. De me lancer dans un truc. Exactement, et de faire le Dakar. Là, tu te dis, le mec est vraiment courageux puisque tu ne peux pas trouver plus compliqué. Et donc on est parti, comme on aimait les choses vraiment pas faciles. En plus on s'est dit, on va faire notre voiture. Donc forcément lui, ça l'a plu. Ça lui a plu et puis dès sa première année d'ailleurs il a terminé le Dakar. On a eu quand même des up and down si on pourrait dire. Je me souviens, c'était un 3008 revisité on va dire, avec un moteur Ford. Exactement. Voilà. Et en fait au même moment où on a eu un peu des galères, le règlement a changé, ça a autorisé ce qu'on appelle les T1, c'est les 4 motrices, à avoir des grandes roues, ce qui nous aide quand même pour nous pilotes plus amateurs dans les dunes. Et du coup on a passé le cap. Il y a eu aussi l'histoire avec forcément avec Nasser, la TIA, qui à un moment donné me prête sa voiture. À un moment tu arrives sur le Dakar avec le DXX du coup. Toi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi je participe pas, je donne ma voiture à Alex parce qu'il a brûlé un essai. C'est ça. Et donc du coup j'ai plus de voiture. Toi tu n'as plus de voiture, tu peux plus faire le Dakar. Nasser nous prête sa voiture de l'année d'avant. Donc c'est la première fois qu'on essaye cette voiture. Qui fait rapatrier quoi 3 jours avant. Exact. Après bon Nasser, il faut pas oublier que Mathieu son copilote, c'est mon copilote en rallye il y a longtemps. Donc voilà, on est parti là-dedans. C'est pas une voilà. C'est quand même une entraide rare quand même pour un mec qui joue le Dakar. Il avait pas que ça à foutre clairement. Clairement. Et après je pense que du coup Toyota à l'époque via Overdrive nous ont vendu 2 voitures qu'on exploite nous. Il y a très peu d'équipes qui exploitent en rallye raid des voitures de ce type-là. C'est souvent le constructeur. Bien sûr. Donc nous on voulait vraiment rester comme on a toujours fait. Chez nous. T'aimes bien faire les trucs toi-même, toi, un peu dans ton coin parce que je veux dire par là, c'est une autre démarche. Le Mans, etc. Forcément, il faut être avec des usines pour gagner, mais on a été formé pour ça. Là, on arrive, on n'y comprend rien il y a quelques années. Donc, on commence quand même à être de mieux en mieux. On a vu Aragon pour la première fois, on a fait un meilleur temps devant les usines, etc. Donc, c'est quand même assez sympa, même quand tu le fais chez toi, de voir qu'avec une compétition client, à la fin, tu arrives à être avec surtout les bons. Un endroit où tu as moins de dunes, donc tu peux plus tirer toi ton épingle du jeu en tant que star, rallye, tout ça. Faut pas rêver. Hein, mais c'est cool quand même parce que tu vois que t'es pas loin quoi. Mais voilà, donc on continue comme on a fait depuis le début. On a la chance d'être 2 voitures, d'essayer en priorité de terminer, mais aussi de progresser à chaque fois et c'est en train de venir, donc c'est plutôt intéressant. J'ai trop hâte de l'essayer. C'est quoi le programme? De ne pas la casser pour toi et de m'amuser pour moi et pour Alex. Bon, en tout cas, tu es prêt, prépare ton casque, regarde Max, il est déjà prêt derrière. On va monter donc dans la voiture. Là, tu m'emmènes là direct. Je vais te faire un petit tour avant qu'on la regarde, pour tout ça. voir si tu as bien déjeuné ce matin. Bon bah écoute, vas-y, on se retrouve dans la voiture. Et courage. Hein. Bon allez, à peine arrivé, on met déjà la combi et Romain écoute, va m'emmener faire la spéciale qu'on fera tout à l'heure. On aura le temps de se poser un peu après, mais on rentre direct dans le cœur de l'action et on part dans le sable. Bon, Romain, à peine arrivé, je monte direct dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà, déjà on va essayer que tu vois où est-ce que tu vas rouler. Ok. Donc grosso modo, déjà on met de la clim, tu vas voir. Ah, ça c'est bien ça. Parce que le moteur il est là. Ouais. Donc si tu mets ta main là, tu vas voir que c'est très chaud. Et le moteur. Ouais, c'est pour ça qu'on a cet énorme bloc là, ça m'a choqué direct quand on est monté dedans. Exactement. Donc si jamais tu veux changer les bougies, c'est par là qu'il faut faire. Ouais.
La voiture, comme je t'ai expliqué, il y a 3 positions d'ALS pour le turbo. Ouais. Donc tu peux régler par là ou par là. Moi je l'ai mis là. Aujourd'hui on essaye ça d'ailleurs, tu vois. Ouais. Donc ce que je conseille grosso modo, c'est tu peux mettre hard quand c'est du roulant. Par contre quand tu vas aller dans les dunes, moi je réduis toujours un peu parce que c'est assez con. L'ALS, le principe c'est de laisser le turbo tourner pour avoir un temps de réponse moindre. Par contre au rétrogradage dans les dunes, forcément comme ça tourne et que tu as moins d'adhérence au sol, c'est assez difficile. Ouais, pas avoir trop de patinage ou... Exactement. Ça ressemble vraiment au Dakar, il n'y a pas des dunes énormes par contre. Néanmoins il y a de quoi faire. On est vachement au perché dans la voiture. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, c'est sûr que c'est assez impressionnant avec le roulis que tu peux prendre. Mais bon, tu vois là, par exemple, c'est comme au 24 heures du Mans, un speed limiter qu'on essaye aussi, voir s'il couple à la bonne vitesse, voilà. J'ai pas l'habitude de souvent monter à côté, hein. Je sais que t'aimes pas. Il faut être abruti pour monter à côté. Tu vois la flèche que tu vois là, Ouais. c'est ce qui t'indique où est le départ. Ah ouais, ok, d'accord. Le copilote au Dakar, du coup, il a un waypoint, ce qu'on appelle ouvert. Ok. La flèche apparaît, ça t'amène au waypoint. Là, en l'occurrence, le waypoint, c'est celui du départ. Ok, donc ça part de là. Ok. Donc là, tu vois, on sélectionne l'antilac que tu veux. Tu entends le bruit du moteur. Où est-ce que tu l'actives? Là, Ah, en fait, ok. dès que tu tournes, tu vois La potence là, le truc? voilà, le potard. Tu vois. Là, tu as une info rodage, soft. Donc tu mets médium et tu pars de là. Tu suis ta flèche. Donc grosso modo, on va aller contourner ce pâté. Au début, c'est rapide. Méfie-toi de cette langue de sable là. Voilà, tu as ta vitesse. Ouais. Là, t'es très stable, on va avoir le rupteur à 170. Voilà, sachant que c'est limité. Là, C'est limité, ouais. t'entends le bip là, ça c'est quand tu t'approches de la vitesse du coup. Ok. Donc c'est un signal aussi dans les villages où là la flèche est partie à gauche, tu vois. C'est à gauche, ouais. Donc en te parlant, je regarde du pas. Donc en fait, t'es là. Là, j'ai fait peut-être une connerie, c'était à droite, mais c'est pas grave. À droite, ouais. Tu vois, là, t'as un bon copilote, donc bon. C'est pas grave, on va y repasser derrière. J'essaye d'analyser ce que tu fais en même temps de regarder un peu le truc. Après, il nous dit quand même qu'on est quand même assez bon sur la... Tu vois, ce qui est assez bluffant de ces bagnoles, là, du coup, c'est à gauche, la connerie. Techniquement, quand tu franchis, sauf quand t'as l'habitude, mais techniquement, t'arrives plutôt de travers, et dès que t'es sur la crête, tu débraques en fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Je te rassure, quand tu viens du circuit, c'est pas le truc le plus inné qui existe. Hein. Ouais. Là, il faut qu'on aille de l'autre côté. Là, là-bas, ouais, c'est à gauche. Alors, ce qui est assez embêtant, si tu veux, c'est que suivant les... Tu vois, là, ça a pipé. Ce qui est assez bluffant, c'est que tu as des pilotes comme Nasser, etc. Ils disent, ils arrivent à comprendre la dune suivant comment elle est. Si tu veux, si elle est arrondie derrière ou cassée. Avec l'expérience. Voilà, parce qu'en fait, ils te disent toujours, une dune, elle va avoir un côté arrondi et un côté cassé. Ouais, c'est ça, avec le vent. En fait. Exactement. Donc ça, pour un mec comme moi, Ouais, toi t'arrives, tu fais au feeling quoi. disons au feeling ou à la survie comme tu veux. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors tu vois, je te dis toujours, les mecs ils te disent toujours il faut rester arrondi. Des dunes comme ça, forcément que c'est plus simple quoi. Maintenant, Pour le style, c'est un peu mieux aussi. on dirait qu'il faut aller vers là-bas, Ah, hein, chef. bah, On discute. Et voilà là-haut là, à mon avis c'est là-bas. là, ça. Ah ben ouais, au moins que t'as un peu mal hein. Tu vois là, normalement, Là, celle-là, et après, normalement, c'est plat derrière plutôt, mais bon. ils disent, mais tu vois, Ouais, mais bon, pas tant que ça en fait. c'est la théorie. Pas tant que ça en fait. En fait, pour tout te dire, dès que je regarde le roadbook, en fait, j'ai la gerbe. Ah ouais, non mais c'est ça. Ah ben pour moi, le copilote Harald, c'est le truc le plus dur qu'il puisse y avoir, les mecs. Presque encore plus qu'en rallye en fait. Ah ben complètement. En rallye, même les bons, comme Denis Giraudet, te dirait, si tu changes de copilote, si le pilote est bon, Ouais, il va y arriver. Là, je peux te dire à Harald, si ton copilote il est pas bon, c'est tu dois avoir une l'enfer. alchimie de ouf avec ton rond. Ben,
Ben, le truc, c'est que c'est la pratique. Hein. Vous avez vu ce que ça prend? Ça encaisse, hein. Ouais, c'est hallucinant. Voilà, il faut faire attention de ne pas se faire une casquette par l'avant. Et là, t'arrives à garder un rythme comme ça sur 3 heures de spécial. Ouais. Ah putain. Imagine ceux qui sont devant. En fait, j'attends que tu me dises que t'en as marre. Je te dirai pas par ego, mais putain, je sais pas comment ils font les copilotes, c'est des malades. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, quand il y a du roulant, je m'amuse quand même. Quand c'est arrêté comme ça, je me fais chier. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, physiquement, tu galères trop et puis bon, c'est pas très agréable, quoi. Tu galères et ouais, c'est pas... Voilà, la souffrance, c'est fini pour toi. Oh la vache. Donc va falloir que je fasse ça. Alors évidemment, je pourrais le faire pas au même rythme que toi. Avec les 4 roues, l'avantage c'est que tu peux le faire quand même un peu plus... Mais disons que pour moi, quand j'avais le buggy, alors attention, c'est toujours pareil, c'est plus tu t'entraînes, mieux ça va. Mais tu avais dans les dunes, tu avais toujours une appréhension. Donc tu pouvais te tanker sur une dune toute petite parce que faute de ne pas avoir la bonne vitesse, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Que là, c'est vrai que ça pardonne beaucoup plus, quoi. Tu vois, là, mais je pense que l'année dernière, au Dakar, je me suis jamais ensablé, tu vois. Enfin, ouais, peut-être une fois, j'ai mis les verrets et je repartais en arrière. J'ai pas mémoire qu'on est sorti les pelles, quoi. Ouais, c'est ça. Le buggy, tous les jours, quand on me disait il y a des dunes, tu disais... tous les jours, t'es en galère, tu te laisses tanker en haut, ou voilà. en bas. Et en plus, c'est toujours le cercle vicieux de ce truc-là. C'est quoi? C'est que plus tu pars tard dans la journée, plus il fait chaud, plus le sable il est mou. Il tombe. Donc du coup, ben, le jour où tu t'ensables, ben, forcément tu perds du temps. Le lendemain, tu pars après les autres. Le sable il est brassé, c'est comme une mer qui est remuée en train d'un En fait, c'est un cercle vicieux. Dès que tu commences à être pas bien, en fait, tu es de plus en plus tard, tu es de plus en plus derrière, tu es de plus en plus dans les traces. Exactement. C'est vraiment ça la difficulté du Dakar. C'est ça qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Les 24 heures du Mans, il y a 20 ans et aujourd'hui. En fait, il y a 20 ans, tu as assuré un truc. Aujourd'hui, même à Rally Raid, ben, au Mans d'aujourd'hui, c'est que ça roule presque à fond tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toutes les courses, même d'endurance ou de longues comme ça, maintenant, c'est de la perfo. Exactement. Pourquoi? Ben, parce que tu fais beaucoup plus d'essais aussi. Et du coup, ben, tout le monde roule plus à bloc. Techniquement, les voitures, elles sont mieux. Techniquement, les voitures sont mieux. Les gros pneus, les amortisseurs, c'est capable d'encaisser quand même grave. Donc, ouais, c'est vraiment des Formule 1 des sables, quoi. Voilà. Hey, écoute, déjà, j'ai la gerbe. Non, mais c'est normal. Je sais pas comment il fait ton copilote. Je vais te présenter la voiture après aux gens. Qu'est-ce que je fais? Tu me confies ton copilote? Ah oui, mais bon, essaye de le rendre malade comme ça. Wow. Je ne sais pas comment les mecs font pour être copilote là-dedans. Au-delà du fait que ce soit super impressionnant et que la voiture soit ultra efficace et voilà, j'ai voulu regarder un peu le roadbook parce que Romain m'a dit de regarder. J'ai la gerbe, mais waouh! Heureusement qu'on roule pas tout de suite et qu'on doit devoir un peu présenter la voiture parce que là, petite dédicace à Mathieu Baumel à côté d'un mec comme Nasser, je sais pas comment tu fais, ça prend un coup de trip et tout, c'est horrible. Mais c'est ultra impressionnant et voilà, j'ai juste hâte d'aller rouler tout à l'heure. Bon, après ce baptême du feu, allez, qui nous met bien dans le bain dès le début avec Romain, je vais avoir le temps de vous montrer un peu la voiture pendant que les gars bossent derrière, sous la structure. Bon, déjà, ça fait quelque chose de le faire sur la chaîne parce que quand même, c'est une voiture, comme je vous l'ai dit dans l'intro, qui a vraiment tout gagné, qui est hyper impressionnante en soi et qui, je pense, va rentrer voilà, dans la légende du Dakar dans pas longtemps si elle ne l'est déjà. Donc le Hilux, pour ceux qui regardent le Dakar depuis un moment, c'est une voiture qui roule depuis 2011. Elle a beaucoup évolué depuis, en look, mais aussi dans plein de détails techniques. Je pense que le châssis est resté assez similaire. Ils ont changé plein de choses, que ce soit sur le moteur, sur le train roulant. Je vais essayer de vous détailler ça sans trop en faire non plus pour pas que ça dure 10 plombes. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. La face avant, déjà, hyper mastoc. Moi, j'adore ce look vraiment avec la nouvelle calandre des Hilux de série, hein, parce que même si c'est un prototype, vous le verrez, avec des tubes, c'est pas une carrosserie d'origine, hein. On en a croisé des Hilux ce matin qui allaient bosser justement pas loin du désert, mais clairement là on est sur un prototype, mais qui reprend les lignes, on va dire marketing
du Hilux qu'on peut croiser sur la route du coup. Donc hyper mastoc, j'adore, mais qui est quand même assez relevé et qui laisse pas mal d'espace pour entrevoir justement les trains roulants. Les trains roulants, premier élément qui change de l'Optimus qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je ne vais pas tout comparer avec l'Optimus. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, on a fait il y a quelques semaines au Maroc un buggy 2 roues motrices qui n'est pas vraiment comparable à celui-là parce qu'il est dans des coûts de fabrication et dans des coûts d'exploitation bien inférieurs, mais qui court malgré tout au Dakar, au même moment que ça là, ils peuvent se croiser sur la piste. Donc le gros changement par rapport à la voiture qu'on a fait il y a quelques semaines, c'est que celle-ci, c'est une 4 roues motrices. Donc c'est un T1+. Donc c'est vraiment les Formule 1 du désert, c'est les plus évoluées, les plus puissantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle gagne le Dakar. Donc on a la transmission intégrale qui change pas mal de choses sur la voiture. Donc premièrement, on a au niveau des trains roulants un double triangle sur les 4 au carré, on va dire, sur les 4 roues, ce qui n'était pas le cas la dernière fois parce qu'on avait un bras tiré à l'arrière. Mais là, donc, 2 doubles triangles avec donc une transmission à l'avant, pas que à l'arrière. Au niveau des amortisseurs, on est sur du Rager. Donc Rager, c'est une marque qui fait pas mal de rallye et pas mal de rallye raid aussi, mais voilà, qui est spécialisée quand même dans tout ce qui est un peu off-road, où il y a pas mal de jeux de suspension. On l'a vu un peu tout à l'heure et je pense qu'on le reverra. Il y a pas mal de jeux de suspension, donc vraiment spécialisé là-dessus avec des gros débattements. Il faut savoir que dans l'évolution de 2022, elle a quand même pris 7 cm de débattement en plus, ce qui est quand même assez énorme. En rapport avec le changement de roue, donc changement de roue, on est passé sur du 32 à 37 pouces, toujours avec ces BF Goodrich. Alors il faut savoir que maintenant, toutes les voitures ont cette taille de pneus. Avant, les 4 roues motrices étaient un peu désavantagées par rapport aux buggy 2 roues motrices. Ils avaient des plus petites roues. Maintenant, tout le monde a les mêmes roues. Donc, c'est BF Goodrich. Pour l'anecdote, BF Goodrich qui appartient au groupe Michelin. Donc, en fait, c'est des pneus qui sont développés par Michelin. La dernière fois au Maroc, on a croisé les ingénieurs à l'aéroport qui nous ont expliqué qu'en fait, ils travaillaient à Clermont, voilà, dans notre bonne usine Michelin française et qui donnait le cahier des charges pour la fabrication aux États-Unis. Voilà, donc des pneus énormes, franchement. Ça donne un côté ultra agressif au Hilux depuis 2 ans, depuis qu'ils ont changé cette réglementation. Au niveau des freins, alors on les voit pas bien, mais c'est pas le plus important sur une voiture de rallye raid parce que le freinage est quand même limité avec une surface qui est souvent pas très adhérente. Mais c'est du Power Brake. Alors je connaissais pas, c'est une marque sud-africaine, mais ça fait un bon moyen de vous dire qu'en fait toute la voiture est conçue en Afrique du Sud. Et il y a pas mal de voitures de rallye raid qui sont faites en Afrique du Sud. Le moteur, alors pour tout vous dire, je pensais qu'il était central arrière, en fait pas du tout, il est central avant. Alors on va enlever ça, parce que qui dit proto du désert, le moteur on peut un peu le mettre partout. Alors on enlève le capot, ça permet aussi de vous montrer d'ailleurs les carrosseries. Globalement, c'est beaucoup de composites, mais c'est pas tous les mêmes. Là ici on a du carbone, on a pas mal de carbone Kevlar, on le verra derrière sur les parties qui sont assez sensibles au caillou, c'est-à-dire les ailes, et on a du Kevlar complet pour le fond plat, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc je voulais vous montrer sous le capot pour vous montrer qu'en fait on voit pas grand chose. On a une énorme écope ici pour le radiateur qui vient refroidir. Alors il y a 2 radiateurs, il y en a un gros ici et un autre gros derrière, mais on a surtout ça de visible. Et en fait le moteur il est sous le pare-brise en fait. Il commence ici en fait, il est sous le pare-brise et il va jusqu'à l'intérieur de la voiture. Tout à l'heure quand Romain m'a emmené, je me suis posé la question, déjà on est 2 travers dans la voiture avec un énorme bloc au milieu et je me suis dit pourquoi ils ont un si gros truc comme ça au milieu, c'est pas du tout confort. En fait c'est parce que tout simplement il y a le moteur et on ressent pas trop la chaleur pour l'instant de ce que j'ai vu. Donc ce moteur, jusque dans les années 2022 du coup à la changement de réglementation, on avait un V8 5 litres qui venait de la gamme Toyota Lexus. Et là, ils l'ont changé pour un moteur plus efficace et plus léger. C'est un 3,5 litres V6 biturbo. Pareil, qui vient aussi de la gamme Land Cruiser, Hilux, Lexus, les gros 4x4 de la marque du groupe Toyota, on va dire. Ça permet d'avoir plus de couple, mais également de l'anti-lag. Une pression de turbo permanente qui va vous permettre de tout de suite décoller dans le sable et de pas rester tanké. Alors il n'en faut pas trop non plus pour pas patiner. C'est pas mal là-dessus et puis ça fait gagner pas mal de poids apparemment. Au niveau du poids d'ailleurs, on est sur quelque chose d'assez colossal. Je pensais que malgré tout les voitures restaient assez légères, mais en fait ils embarquent beaucoup de choses. Il faut savoir que sur ce véhicule-là, sans les fluides, c'est-à-dire sans essence, sans huile, sans rien et sans équipage, on est environ à 2 tonnes 10, je crois, réglementairement. Et avec tout compris, l'essence, tout, on est à 2 tonnes 7, je crois, ce qui est
énorme pour une voiture de course. Je pense que c'est la voiture de course la plus lourde qu'on ait jamais fait sur la chaîne. Et je pense que ça va le rester pendant un moment, sauf si on fait des camions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse des camions, vous le mettez en commentaire. Je ne sais pas si ça peut vous brancher. Et donc justement, quand on parle de fluide dans la voiture, il y a une chose qui est quand même importante, c'est l'essence. Alors regardez, tout l'énorme réservoir est là-dedans. En fait, on ouvre cette petite trappe pour le remplir. Ce réservoir que vous voyez là, il fait 520 litres. Donc c'est une baignoire presque. C'est 120 litres de plus que le buggy qu'on a fait l'autre jour pour faire à peu près la même distance, pour vous montrer aussi que les 4 roues motrices en fait consomment sensiblement plus. Donc c'est un des, on va dire, défauts qu'on peut avoir dans les 4 roues motrices, même si globalement c'est un avantage énorme. Mais voilà, pour les coûts d'exploitation, on a 120 litres de plus par jour à mettre dans la voiture, si ce n'est plus, parce que parfois ils ont besoin de refueler plus. Donc assez costaud quand même pour tenir toute une journée de spécial. Alors à l'arrière, pour ceux qui s'attendent à une benne de Hilux, clairement il n'y en a pas. Et par contre, ça peut vous montrer à quel point en fait cette voiture est un châssis proto, c'est-à-dire qu'il n'y a que du tube en fait. Là, on a le châssis principal, on va dire en gris, et derrière, on a les barres qui permettent de tenir en fait les carrosseries en noir. C'est clairement que de la carrosserie en carbone Kevlar. Alors, on m'a expliqué que le Kevlar en fait permettait d'avoir plus de résistance au choc des cailloux par exemple. Le Kevlar, c'est ce qu'on utilise par exemple dans des gilets pare-balles, parce qu'à cette vitesse-là, avec la force qu'ont les roues, c'est vraiment comme des balles de fusil, quoi. Donc faut que ça résiste sur des kilomètres et des kilomètres. Ensuite, donc ici, une énorme trappe qu'on a au-dessus du toit qui vient refroidir donc le deuxième radiateur dont on parlait tout à l'heure. On en avait un gros à l'avant, là on en a un à l'arrière avec un ventilo qui peut refroidir au cas où il fait trop chaud. L'échappement assez costaud qui est au milieu. Et très important, on commence avec les accessoires, parce que je pense que pour le tour de la voiture on est pas mal. Les accessoires, ça commence avec les planches de désensablage. J'espère que je ne vais pas en avoir besoin tout à l'heure, mais on peut les voir. Alors pareil, elles sont encore en carbone Kevlar, donc très légères. Ça change des grosses plaques en plastique qu'on peut parfois voir sur les voitures du Dakar. Et petit détail, ils ont en fait, ça c'est fait maison, en fait ils ont collé des petits cailloux, des petits gravillons en fait sur le carbone Kevlar pour éviter en fait que ça glisse et que ça puisse être anti-dérapant. Voilà, je vais pas trop frotter ma main parce que sinon je vais la défoncer, mais ça accroche bien, c'est comme du papier de verre. Ensuite, donc on va commencer à ouvrir tous les coffres parce que je pense que ça vous fait un peu plaisir. Alors on va commencer par un premier qui est ici. Hop, hop, on va ouvrir la porte. Alors regardez, déjà, si on crève une roue, ce qui arrive malgré tout assez souvent. Alors apparemment il y a des nouveaux pneus qui sont quand même plus durs, qui vont moins crever, parce que je sais que c'était un peu le problème des derniers Dakar, il y a beaucoup de crevaisons. Donc là on ouvre, carrément on a une énorme trappe de rangement. On a un énorme pneu qui est prêt, qui est gonflé, qu'on peut mettre directement ici. On a plein d'éléments ici avec des biellettes, des éléments. Là ici c'est pas mal de trains roulants, donc on a de quoi changer biellettes de direction et plus ou moins un triangle. Donc là des boîtes à outils, des éléments à changer. Donc voilà pour ce côté là, et on va aller voir de l'autre côté parce que l'autre côté il est assez intéressant aussi. L'autre côté, donc le même système, mais vous allez voir qu'à l'intérieur ça change pas mal. Hop, on va réouvrir aussi. Donc, les ajustements de carrosserie voilà, c'est pas fait pour faire des concours d'élégance. L'intérieur, vous voyez que là ça change pas mal par rapport à l'autre côté. On a ici un cardan, ça peut être quand même assez important sur une voiture 4 roues motrices parce qu'on en a 4. Donc ce cardan là, vu qu'il n'y en a qu'un, j'ose imaginer que c'est le même pour les 4 roues. Ici on a un réservoir d'eau qui est un réservoir d'eau de survie, j'ai demandé, c'est en cas de problème, en cas d'isolation dans le désert ou autre, on peut avoir de l'eau. Ça peut aussi servir peut-être à refroidir le moteur, j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est un bidon d'eau. Ici des sangles pour tirer la voiture si besoin, ou tirer quelqu'un, on peut aussi aider quelqu'un pendant le Dakar. Là ici des pelles pour désensabler, j'espère qu'on va pas en avoir besoin, qui vont avec les planches derrière. Et ici, important, alors ce ne sont pas des gourdes, il ne faut surtout pas les boire, on a ici du liquide de frein, de l'huile moteur et de l'huile de direction assistée. Donc si on a un problème, hop, on ouvre, on renverse un peu, ça peut sauver un Dakar en faisant un petit appoint, quelque chose qui permet de continuer la spéciale. Voilà. Et ici donc une deuxième roue, donc on peut changer quand même 2 roues si besoin. Ici encore quelques pièces, voilà. Bon, maintenant que vous avez vu globalement l'extérieur, je vais quand même vous montrer comment on peut lever la voiture pour changer la roue, parce que je trouve ça assez intéressant et c'est rare qu'on en ait sur des voitures de course. Donc on a de quoi démonter la roue. Bon, ça je vais le poser 2 secondes. Hop, on a démarré la voiture pour info parce que la voiture a besoin d'être démarrée. On a en fait
là ici un petit bouton qui permet de monter la voiture. Donc on l'a démarré pour que la pompe puisse tourner. Et là en fait vous allez voir, hop, hop, voilà. Et là, donc la voiture est montée, c'est assez sécurisé. Et là en fait, ah, putain c'est lourd. Et ben en fait là on peut sortir la roue. Je n'ose pas imaginer quand on a fait 2 heures de spécial et qu'on doit se taper ça en apnée et tout. Voilà, mais voilà comment on démonte la roue. Donc vous voyez, je suis pas mécanicien, j'ai réussi à le faire. Donc c'est que des pilotes et des copilotes de bonne composition peuvent arriver à le faire. Et donc là on va essayer de la remettre. Voilà, on est bon. Donc là on reprend les écrous. A few moments later. Hop. Et là, alors que je suis à l'arrêt, que j'ai pas roulé, que je suis bien essoufflé, hop, car down. Hop, tout est rentré et là, on n'a plus qu'à ranger ça et on repart. Bon, maintenant qu'on a un peu tout vu à l'extérieur, maintenant on voit l'intérieur. Allez, on se faufile dedans. Cette fois-ci à la place du pilote. Je vais fermer pour qu'on soit un peu en intimité. Donc premier sentiment, pareil qu'en passager, on a un gros bloc ici et maintenant je comprends mieux parce que c'est le moteur. Donc en fait le moteur est sous cette partie-là en fait qui est assez massive dans l'habitacle de la voiture. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est assez haut perché. Entre le moteur qui est là, les roues qu'on doit caser en dessous, en fait on est très haut dans la voiture. J'ai vraiment l'impression d'être presque dans un camion en fait. Un feeling assez nouveau pour moi on va dire. Donc première chose, on va mettre le main pour avoir tous les petits écrans qui s'allument parce que c'est plus joli. Donc je vais vous la faire quand même assez synthétisée. On va faire de gauche à droite. Alors premièrement, on a un écran ici qui est un écran Motec qu'on retrouve dans pas mal de voitures de course, y compris des voitures de circuit, du GT4, des Proto, des choses comme ça. C'est assez standard comme genre d'écran. Premièrement, je le trouve très mal placé. Il paraît qu'il est placé comme ça d'origine dans l'achat de la voiture. Personnellement, je l'aurais pas mis là, je l'aurais mis plus en face, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations intéressantes. Il y a la vitesse engagée, ce qui est pour moi le plus important. Toutes les températures, toutes ces choses-là qui sont au final quand même assez importantes pour la voiture. Et c'est caché par le volant, donc ça c'est un peu dommage. Après on verra en roulant, peut-être qu'en fait on n'a pas besoin. Ici on a deux petits écrans qu'on avait vu aussi dans l'autre buggy, qui sont en fait un écran, alors là on peut pas l'allumer, mais qui sont un écran en fait de navigation, un qui est un peu comme une boussole pour avoir un cap, et l'autre avec la vitesse réelle de la voiture, pour garder la vision 100% sur ce qui se passe loin, parce qu'en rallye raid je pense que c'est le point le plus important, c'est la vision. Donc ensuite le volant, déjà première chose, il y a toujours cette mousse qu'on voit dans toutes les voitures de rallye raid. Je me suis renseigné par rapport au dernier essai, c'est bien obligatoire en fait, c'est au cas où on a un souci de sangle ou autre, ça permet de ne pas taper la tête dans le volant. Donc vu les chocs qu'on prend, même sanglé, je pense qu'on peut avoir parfois la tête qui vient se rapprocher du volant. On peut voir un logo assez original qui est sur cette mousse. C'est un logo que vous pouvez aussi retrouver sur les combinaisons, les vêtements du team. Il a une signification spécifique. Je vous laisse deviner pendant la vidéo. Essayez de mettre en commentaire avant la fin de la vidéo évidemment. On va voir si vous devinez, c'est assez original. Donc ensuite ici, une première molette assez importante parce que c'est l'ALS en fait, l'anti-lag system, qui va permettre, comme dans les voitures de rallye souvent, ou comme dans l'Alpine par exemple qu'on a fait sur la chaîne, qui va nous permettre en fait de gérer cette pression du turbo permanent. Donc là on a Road, Race et LS1, donc là c'est vraiment quand on veut avoir justement cette avance au turbo. Ça va mettre en général, quoi qu'il arrive, 1 bar dans le turbo d'office, et en pic on est maximum, je crois même on atteint presque les 2 bars, 1 bar 9, quelque chose comme ça. Donc ça pousse quand même pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de puissance non plus parce qu'on est dans le sable. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce moteur là, c'est un moteur qui est réglementé par la FIA avec un boîtier. Il fait 400 ou 405 chevaux je crois maximum, avec 660 Nm de couple. Voilà, c'est réglementé, tout le monde à peu près comme ça, pour faire une espèce de balance de performance entre toutes les voitures. Il faut savoir que c'est un moteur qui pourrait, je pense, s'il est travaillé, facilement faire 600, 700 chevaux, pourquoi pas. Mais voilà, là-dessus, il fait 400 chevaux, comme ça, tout le monde a la même chose. Et c'est bien comme ça, parce que ça nivelle un peu les niveaux des voitures. Ici, on a un écran qui est assez costaud, qui vient au milieu de la voiture et qui va permettre en fait d'avoir plein d'informations pour les deux occupants de la voiture, c'est-à-dire et le pilote, mais aussi le copilote, qui pourra vérifier ici et les vitesses et aussi les réglages, par exemple, de limiteur de vitesse, comme dans les villes ou autres, il faut être à des vitesses
bien précis, sinon on se prend des grosses pénalités. Donc c'est un peu un écran de contrôle général. Donc voilà, ça permet de contrôler plein d'informations ici. On a aussi les rapports engagés qui sont répétés ici. On a pas mal de petits éléments qui sont regroupés sur cet écran. Ensuite ici, on a deux panneaux de boutons qui vont actionner plein de choses dans la voiture. On a l'ignition, le start, ça vous connaissez, c'est pour démarrer la voiture. On a le pare-brise chauffant qui permet le matin quand il fait très froid en Arabie Saoudite de dégivrer le... Voilà, il fait pas toujours chaud dans le désert et ça peut être utile. Brake pump, on a oublié de vous en parler, mais en fait ces freins, ils sont refroidis avec de l'eau. Ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Après, on a alarme reset, ça permet d'enlever justement comme là, ça nous dit que le jack est sorti parce qu'on a mal dû le rentrer tout à l'heure. Là, on a le klaxon qu'on peut avoir ici aussi. Voilà, petit klaxon qu'on peut sûrement... Voilà aussi. Là, on a la caméra, ça peut être assez utile. Hop, là, on a la caméra pour voir derrière, soit quand on se gare, soit pour voir par exemple d'autres concurrents. Parce que s'il y a beaucoup de trafic, ça peut être utile. Cruise control, c'est tout ce qui va gérer en fait justement les limitations de vitesse. On a des ventilateurs ici, on a le réglage du jack pour savoir si on... Tout à l'heure, on a sorti celui de l'arrière gauche, mais on peut sortir celui de l'avant droit, etc. Donc ça permet de régler ça. Remise à zéro du réservoir d'essence. Et ici, c'est important, c'est la clim. Le warning quand même, ça peut être utile si jamais on est mal stationné, j'en sais rien. Drink system aussi pour boire. Là, ici, hop, je vais vous montrer autre chose importante qu'on n'avait pas la dernière fois. Là, c'est les deux écrans de navigation. Un, je pense, qui doit faire le roadbook général de toute la spéciale et un qui va être plus précis justement avec, vous voyez ici, les dunes, on passe entre les dunes, à cet endroit-là, on va tourner à gauche, etc. Et puis ici, en fait, une télécommande que va utiliser le copilote pour faire défiler justement, voilà, là on peut faire défiler les étapes, c'est le copilote qui gère ça, on verra peut-être ça tout à l'heure. Donc voilà, on a pas mal vu l'intérieur. Dernier point important quand même, ce levier de vitesse qui permet quand on tire de monter un rapport, quand on pousse de descendre, vous commencez à connaître. Petit point important, le bouton qui est en haut qui va permettre de repasser au neutre et de repasser la marche arrière. Et ici, un frein à main hydraulique qui celui-ci est simple. La dernière fois on en avait un qu'on poussait et qu'on tirait pour une ou l'autre des roues à l'arrière. Là ici vraiment ça va être un frein qui va plutôt bloquer l'arrière. Je pense qu'on est pas mal. On voit que les pilotes mettent pas mal d'éléments pour eux. Là on voit une photo pour se rappeler pendant les 2 semaines quand c'est un peu long, quand on a des gens qui nous attendent à la maison. On a dans les portes pas mal de trousses qui je pense sont remplies avec des affaires et pour le pilote et le copilote qui sont assez différentes de chaque côté. Je pense qu'il y a un côté plus navigation avec la perceuse aussi pour sortir les roues. Et puis là on va avoir des tournevis, des clés. Le but c'est d'être au final assez autonome dans la voiture. On a un extincteur quand même qui peut servir au cas où il y a le feu dans la voiture. Et chose importante, un masque parce que quand il y a des concurrents qui passent à côté ou qu'il y a une tempête de sable, on a connu ça, c'est pas mal d'avoir un masque à côté de soi. Bon écoute, je pense qu'on a vu pas mal de choses sur cette voiture qui est quand même une voiture championne du monde, donc je pense que c'était intéressant de tout vous détailler. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller la rouler parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ça entre les mains et j'ai juste hâte de voir l'efficacité de ces 4 roues motrices. Bon, on a fait le tour de la voiture, maintenant je vais demander mon programme parce que je sais pas encore avec qui je roule. Romain, c'est quoi le programme que tu m'as préparé? Déjà, tu vas aller rouler. Tu montes à côté de moi? Surtout pas. Ok. J'aurais peur à côté de moi. Donc, imagine bien qu'à côté de toi, je ne risquerai jamais de monter. Mais Max, regarde, il rigole. Donc je ne sais pas s'il va rigoler longtemps, mais c'est lui qui va monter avec toi. Donc Max, ton copilote pour le Dakar? Exactement. Ok. Donc, avec moi, il est pas malade. Okay. Hein, je te dis, donc ça ira. Bon, bah tu montes avec moi. Ça va, On va y aller. On va y aller. On a une petite expérience, ça va. Voilà. Bon bah écoute, c'est parti, on met le casque. Ne le casse pas. Je le casse pas, je dois te le rendre dans quelques jours pour le Dakar. Donc allez, c'est parti, on met le casque. Bon bah écoute, je pense qu'on a tout fait, on a vu la voiture. J'ai fait mes secousses avec Romain ce matin, il m'a montré tout ce qu'il fallait. J'espère que je vais me souvenir un peu de la trace. Et puis là maintenant j'ai Max, donc du coup que vous avez vu, qui est un vrai copilote. Qui n'en est pas son premier Dakar et qui va essayer de m'aiguiller. Donc là, j'aurai pas de coach comme la dernière fois, je vais avoir un vrai copilote du Dakar qui va me donner les indications. J'ai juste hâte, mais un peu d'appréhension quand même. Ok. Là, on est arrivé à la spéciale. C'est ça. Ok. Donc là, en gros, tu vas m'indiquer, presque comme un copilote que t'es, au Dakar, comme si on faisait une petite spéciale de Dakar en fait. C'est ça, on va faire une petite spéciale de Dakar, là 8 km et demi. Ok. Et je vais te donner les notes comme j'ai dans un Romain. C'est ça. Alors, je suis pas Romain Dumas, mais écoute, on va essayer de faire ça bien. Alors les extincteurs c'est bon, harnais, le casque, le Hans. Écoute, ça a l'air d'être bon. Ben, c'est bon pour moi. Allez, on y va. La LS. Alors la LS, hop. Donc là, vous voyez, on le met en mode course, anti-lag soft, parce qu'il y a un peu de dune. Allez, c'est parti.
Donc cap 277, pendant 2 km, on longe les dunes par la droite. Donc là, on va tout droit. Tout droit, tu longes les dunes en direction des petits arbres qui sont en face là, ou un peu plus à gauche. Tu longes vraiment les dunes là. Déjà, première sensation, on est tellement haut perché dans la voiture. Là, il y a un petit trou, mais c'est bon. Voilà, 30 degrés gauche là pour aller chercher le point, sinon on va le rater. Voilà, tout droit, tu passes par l'endroit de la petite dune, je pense. Serre à gauche, serre à gauche, serre à gauche, serre à gauche, serre à gauche. C'est validé. Tu reprends à droite, on longe toujours les dunes, les trous Donc là, on a validé un waypoint. Tout à fait. Faut passer à combien de mètres pour être bon? 90 mètres pour valider un waypoint. Sinon, c'est pas bon et... Sinon, on a 15 minutes de pénalité. Ouais, c'est pas top. C'est pas, si on veut gagner la course, c'est pas l'idéal. Donc là, tu fais une courbe à gauche, tu longes toujours les dunes, on est à 500 mètres du prochain waypoint. Ok. Dans 100 mètres, tu fais léger gauche, cap 270, le waypoint est validé. Ok. On longe toujours les dunes. Prochain point dans 700 mètres, cap 270. On est parfait. Attention les oiseaux. On oblique un petit peu à gauche. Dans 300 mètres, on valide un waypoint et on fera 30 degrés gauche vers 230. C'est validé maintenant. On prend à gauche à 230, tu passes sur derrière ces dunettes là. Là, derrière tu le passes cordon de dessus. dunettes, ouais, tu passes dessus. Ok, Tu allez. passes dessus. Comme si on avait toujours fait. 45 doucement, c'est parfait. Valide en face le petit arbre, un peu plus à gauche. Tu fais 30 gauche, encore à gauche, tu vois les traces sur la dunette là-bas. Ah, exact. Voilà. Et où tu passes sur les traces, où tu la contournes par la gauche, et ensuite on prend à droite dans la vallée. Allez, on va y aller, hein. Là. Après la dunette, tu fais 30 degrés droite dans la vallée vers un cap 246. Voilà, tu passes ce cordon de dunette ici là. 45 degrés, tu passes à gauche, face à gauche. Voilà. Tu suis cette vallée. Doucement si on voit pas ce qu'il y a derrière. Hop. Il y a de l'anticipation à faire là. Tu suis les traces en face là. Ouais. Ok, le waypoint est validé. On prend à gauche cap 180 maintenant. Cap 235, pardon. Tu suis les traces, reste à gauche dans la vallée. Dans 200 mètres, on valide le point et c'est là où on prendra le cap 280. Va tout droit pour valider le waypoint. Maintenant, 90 gauche. Voilà, 90 gauche, encore à gauche. Ah ouais, on récupère la trace. Voilà, tout droit. Un peu plus à droite pour aller valider le point. Dans 200 mètres, on valide un waypoint et on fait une écart gauche. Dans 100 mètres, écart gauche. Maintenant, écart gauche, cap 100. Et là, ce sera du hors-piste dans herbe à chameau. On n'a pas de temps. Parfait. Donc, prochaine note dans 1,5 km. Donc là, c'est du hors-piste. Dans le hors-piste, les dangers ne sont pas annoncés sur le roadbook parce qu'on ne sait pas où on doit passer. C'est ça, donc là on compose en fait avec le... Là, c'est la navigation, du pilotage à vue. Ouais. Appuie un petit peu plus à droite. Voilà, toujours un 400, c'est parfait. Encore 1 km comme ça. Là j'avoue que depuis tout à l'heure, j'essaie de me concentrer parce qu'on est... Attention. Voilà, parfait. 30 degrés droite. J'essaie de me concentrer parce que on est quand même dans une voiture avec une Formule 1 des sables et Ah ben actuellement c'est ce qui se fait de mieux. Hein. et on n'a pas envie de l'abîmer mais on a envie de se faire plaisir quand même donc Mais surtout qu'on a besoin dans 2 mois pour aller au Dakar. Donc, c'est ça. Dans 300 mètres, on valide un waypoint, ça sera un léger gauche cap 90. Donc là, après la dune, serre bien à droite pour aller catcher le waypoint. On a 200 mètres du waypoint. Là, tu fais 90 droite maintenant. 90 droite, serre à droite, serre à droite, serre à droite. Voilà, 50 mètres là à 90 gauche. C'est validé. Ok. Donc en fait c'est des points invisibles en fait, c'est des points... C'est des points GPS, donc il n'y a que le GPS qui peut te permettre de savoir où il est parce que là on a un off-road. Après quand on est dans un secteur plus typé rallye-terre, donc là il y a des croisements, etc. Mais dans tous les cas c'est le GPS qui va te dire où est le waypoint. Donc là encore 300 mètres à ce cap là, on essaye de garder la vallée entre les dunettes, dans l'herbe à chameau. Ouais, qu'est-ce que ça tape. Je suppose que vous avez un bon ostéo sur le Dakar parce que... On l'a.
Non, mais la position, c'est super important. Parce qu'avec la durée des courses, quand tu es 6 heures dans la bagnole, si tu as un petit point de douleur, tu tiens pas les 12 jours de course. Quoi. Prochain point dans 500 mètres, toujours en piste dans Herbachamont, toujours cap 90. Ouais, ça tape. Wow. Ce que je peux vous dire, c'est hallucinant à quel point l'auto accepte tout et les 4 roues en fait aident beaucoup plus par rapport au buggy par exemple, aident beaucoup plus à grimper, on a moins besoin de prendre d'élan en fait. Voilà. Et j'ai envie de dire c'est plus confort là, confort je sais pas si c'est le mot mais en tout cas c'est facile. C'est plus facile ouais. Dans 100 mètres, on valide le waypoint et on continue toujours en face, le cap 80. Waypoint validé. À 200 mètres de l'arrivée. Allez, on se fait plaisir sur la fin. Mais c'est toujours pareil, il faut être hyper averti de tout ce qui peut arriver. Toi c'est ton boulot, mais il peut y avoir aussi plein d'imprévus. Hop. Ici à gauche. En rallye-raid, tu ne peux pas piloter à 100%, il faut toujours garder une marge pour la perception de l'environnement et pas se faire avoir. C'est vraiment du pilotage à vue, quoi. Ouais, c'est ça, et là tu peux vraiment te faire piéger et ça peut faire très mal parce que c'est des voitures très lourdes qui prennent beaucoup de roulis. Bon, allez, on revient à la structure. Écoute, Max, infiniment merci de ta patience à mes côtés et de m'avoir fait vivre comme si j'avais fait une vraie spéciale en fait. Hein. Et avec cette voiture qui est quand même. Je pense que ça va devenir un peu une légende du Dakar, hein, cette auto quand même. Ah, ben ça l'est. Ça l'est déjà. Hein. Ah oui. Donc écoute, un grand merci. Et on va rendre la voiture, parce que vous avez quand même un peu de boulot là avant le Dakar. Et puis voilà. Allez, à la prochaine Valentin. Ciao. Hop. Ça y est, j'ai roulé avec une voiture qui a gagné le Dakar. Bon, pas celle-là, mais j'ai roulé avec une voiture qui est sûrement la plus performante qui existe aujourd'hui. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que, alors on est super au perché. On sent que la voiture est très lourde quand même. Elle est pas loin des 2 tonnes 5, 3 tonnes. Entre les deux, on ne sait pas vraiment, mais on sent que c'est très lourd. Ça prend beaucoup d'inertie. Mais les 4 roues motrices et les suspensions et la façon dont elle est, dont elle est suspendue, quoi, c'est incroyable. On passe tout ce qu'on veut. Les herbes à chameau, elle les voit même pas. Les dunes, en fait, tu arrives en bas. Tu remets la première, même en deux, tu arrives sur l'élan, boum, elle monte. Et en fait, il n'y a pas besoin d'arriver avec l'élan. Avec le buggy qu'on avait essayé, même s'il était très efficace et qu'il était léger, on devait garder beaucoup d'élan et on se mettait en danger un peu pour la dune derrière. Là, tu montes, comme si de rien n'était, hop, tu redescends de l'autre côté, tu surfes. J'ai l'impression d'avoir fait du surf un peu, tu vois. Et c'est une grande chance. Et l'année dernière, je regardais le Dakar, je me disais qu'est-ce que ça doit être de rouler dans ces caisses-là. Et là, on l'a fait. Je commence à le réaliser et c'est quelque chose. Et là, c'est la dernière version, quoi. C'est la version la plus évoluée. Potentiellement, elle peut gagner un Dakar, quoi, celle-là. Donc, franchement, juste hallucinant. Trop content. Pas grand-chose à vous dire à part que voilà, c'est incroyable. Il y a juste cette histoire de dash là qui est à gauche où clairement, on n'a pas toutes les infos qu'on voudrait, mais globalement, ça reste une voiture. Si je dis ça, c'est juste pour lui trouver quelque chose, pour paraître crédible. Mais sinon, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une Formule 1 des sables. Bon, je vais me remettre de mes émotions et on va aller faire la conclusion avec Alexandre Péchy, qui est le 2e pilote du team, mais qui est aussi le fondateur de Rébellion. Il a 2-3 trucs à nous raconter. Bon, Alexandre, tu es l'autre pilote du Rébellion Racing, mais également le fondateur de la marque Rébellion. Ça va être ton 5e Dakar, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste mon 5e Dakar. Voilà. Qu'est-ce que ça fait pour toi de piloter en tant qu'amateur de base, mais avec une voiture qui a gagné le Dakar finalement? Enfin, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, surtout pour quelqu'un comme moi qui a des notions de pilotage tout à fait relatives, hein, parce qu'avant le Dakar, je n'avais jamais fait de course. Ouais, c'est ça, c'est ta première expérience en course. Ma première expérience, c'était le Dakar 2020.
Et puis on avait commencé avec une 2 roues motrices, donc ça s'est pas trop mal passé puisque j'ai terminé. Par contre, c'était quand même un petit peu compliqué au niveau du passage de dune. C'est pour ça que l'année passée, on a décidé cette année, à partir de cette année, on a décidé de passer sur une 4 roues motrices. Et puis le choix, c'est tout naturellement porté sur une Toyota, puisque, comme tu l'as dit, c'est celle qui a gagné le Dakar plusieurs fois déjà. Et notamment, on a parlé avec Romain, la belle histoire avec Nasser, qui vous a dépanné d'une voiture, tout ça. Tout à fait, c'était un beau moment. Ah oui, Nasser, c'est quelqu'un d'incroyable. Rébellion, donc c'est le team, mais c'est également une marque horlogère qui est partenaire du Dakar. Pour toi, qu'est-ce que ça représente d'être partenaire de cette course, au-delà de courir et d'avoir ce team-là? La motivation principale, c'était de pouvoir courir parce que tu vois, avant Rébellion Racing, on faisait les 24 heures du Mans, j'étais pas pilote. Là, c'est quelque chose qui m'a porté. Donc ma motivation, c'était d'abord de courir, ensuite en faire profiter ma marque de montre. Et puis j'ai toujours voulu être aussi partenaire de l'événement dans lequel je participe. Donc être partenaire du Dakar parce qu'on a les mêmes valeurs d'endurance, d'aventure, des choses comme ça. Donc pour moi, c'était tout naturel qu'on fasse un partenariat avec eux. Dernière question. Je vois depuis le début, on en a parlé quand on a fait l'intérieur de la voiture. Il y a, je ne sais pas comment on va l'appeler, une sphère qui est sur chacune de vos combinaisons, les vêtements du team, mais aussi le volant. On l'a montré tout à l'heure. On a fait une petite question pour dire aux gens, essayer de deviner, voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un trou noir. C'est pas une planète? C'est pas une planète, c'est tout simplement l'œil de ma femme. Okay. C'est un œil porte-bonheur. Aussi, comme ça, ma femme m'accompagne. Tu as vu aussi dans la voiture qu'il y avait les photos de mes filles aussi. C'est ça, on l'a vu. Donc, voyez, ben voilà. C'est un peu de ta maison pendant 2 semaines en fait. Exactement, donc, même plus que 2 semaines. 2 semaines de course, puis après un peu d'avant, un peu après. Donc, grosso modo, c'est 3 semaines, donc rester loin de ma famille, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, toujours un regard assez sympa. Je ne sais pas si vous l'auriez deviné, je ne sais pas si vous l'aviez deviné pendant la vidéo. Très cool. Écoute, en tout cas, merci de nous avoir confié ta voiture, parce que c'est quand même ta voiture. Romain, il faisait le malin tout à l'heure, mais c'est ta voiture, donc s'il se passait quelque chose… C'est pour ça qu'il faisait le malin, c'est pas la sienne, c'est pour ça. Mais c'est quand même la tienne, donc il ne fallait pas la casser à quelques jours du Dakar. Donc écoute, merci de nous l'avoir prêté et de nous avoir fait vivre l'expérience sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, évidemment comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez la vidéo pour dire ce que vous avez aimé aussi. On vous souhaite à tout le team un bon Dakar dans quelques jours et puis moi je vais suivre ça tranquillou à la maison. Parfait, merci beaucoup. Bon allez, ciao. Merci.